Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, coup de cœur pour un film sur l'école en banlieue qui réussit à ne caricaturer ni l'école ni la banlieue. C'est en soi un petit miracle et d'ailleurs, le film s'intitule La Cour des miracles. Il a été réalisé par Karine May et Hakim Zouani qui sont les invités de notre grand oral. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité dans les kiosques. Histoire Junior publie un super dossier sur les mousquetaires. On se mettra en garde avec Emma Guessel. L'heure de la récré, toujours avec Emma, zoom sur une des actrices de la Cour des miracles, Anaïd Rosam. Si vous êtes sur Insta, vous faites peut-être partie des 426 000 personnes qui suivent ces scénettes hilarantes. Et puis enfin, le cours particulier de Marie-Olivier fera lui aussi un clin d'œil au film de nos invités pour vous présenter un label, celui des Éco-Écoles, un label qui nous vient du Danemark. La quotidienne, c'est maintenant, c'est parti, grand oral. De Noces blanches de Jean-Claude Brissot à Ça commence aujourd'hui de Bertrand Tavernier, en passant par le documentaire Être et avoir ou la série télévisée L'Instit, les films sur l'école mettent quasiment toujours en avant une enseignante ou un enseignant forcément charismatique qui, à lui ou à elle seule, tente de changer le destin des élèves, voire le destin de l'école en général. J'aurais pu citer également d'ailleurs le Cercle des poètes disparus, c'est le même principe. Sauf que dans la vraie vie, la force, eh bien, elle vient avant tout du collectif. On le raconte souvent d'ailleurs sur School TV. Ce collectif, il est au cœur de l'école que mettent en scène Karine May et Hakim Zouani dans La Cour des miracles. Le film sort aujourd'hui, ils sont les invités de notre grand oral. Bonjour. Bonjour. On est super heureux de vous accueillir. Je plante le décor. Il se trouve qu'on est à Aubervilliers, on va en parler, parce qu'on est en Seine-Saint-Denis, vous ne le dites pas plus précisément que ça dans le film. Il y a une nouvelle résidence que vous avez habilement baptisée Harmonie, qui promet d'amener des familles bourgeoises dans la ville. Comment faire pour les attirer dans l'école du quartier? Eh bien, la directrice, Zaya, a une petite idée, et vous allez voir, c'est pas gagné d'avance. Ça fait un moment que j'y pense, que j'essaie de trouver une solution, et je crois que j'ai trouvé. Je sais comment on peut la sauver, cette école. On va la rendre attractive. Ça te fait marrer? Pas du tout, pardon. Ok. Alors, l'idée, la voilà. Tu peux arrêter avec tes galettes de riz, s'il te plaît? On est bien d'accord que tous nos meilleurs élèves veulent filer à la résidence Harmonie, avec les Parisiens. On peut pas laisser faire. Il faut inverser le process. C'est à nous de faire venir les Parisiens dans cette école. Ok, super, ça c'est super, mais comment tu fais? Eh ben, on va créer la première école verte de banlieue. On va faire venir la nature ici. Génial, c'est une super idée, je trouve. Ah bah merci Thierry. C'est quoi le délire, en fait? Je comprends pas bien. Tu vas imaginer une petite jungle au milieu de la cour de récréation? Zaya, Non, ouais. moi je te préviens, je me plie pas en quatre pour tes bobos là. Bah, c'est pas des trucs de bobo. Si, on va pas commencer à faire des courbettes pour qu'ils daignent nous faire l'honneur de venir scolariser leurs enfants. J'hallucine là, j'hallucine. Allez. C'est quoi ces clichés sur les bobos là? C'est quoi hein? Et puis d'abord, c'est quoi un bobo hein? C'est toi? C'est quoi un bobo? Alors, si j'ai choisi cet extrait pour présenter le film, c'est parce qu'on voit une réunion de l'équipe. Et le héros du film, c'est l'équipe enseignante. Ouais, c'était le premier désir, ça. C'était vraiment, on est parti sur cette histoire. On avait envie de raconter un collectif, un groupe assez hétéroclite pour qui c'était pas gagné au départ. Enfin, ils sont quand même tellement différents. Et on voulait que ce groupe fasse corps autour d'un projet qui se passe à l'école, quoi. Donc c'était vraiment une envie première. C'est un film sur le corps enseignant, en fait. Ce que c'est que le corps enseignant. Ouais, et on passe. Il y a très peu d'enfants, ils n'ont pas beaucoup de rôles. C'était vraiment un film d'école du point de vue des grands qui y sont. Les professeurs des écoles, vous savez ce que c'est, vous? Ça me connaît un petit peu. J'ai démissionné, mais j'ai enseigné une quinzaine d'années. Ouais, en élémentaire, beaucoup en maternelle. Donc j'avais pas mal de matières, j'avais envie de raconter, d'en parler. Des collègues qui sont encore des amis aujourd'hui depuis longtemps. Donc moi, c'est un endroit de la société qui est hyper intéressant parce que les collègues arrivent de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille, en Seine-Saint-Denis. C'est toute la France qui vient travailler 4-5 ans. Et à moins de tomber amoureux sur place, ils repartent tous. Donc c'est aussi une terre un peu brouillon. Mais du coup, c'est des équipes hyper dynamiques, hyper jeunes souvent. Et du coup, c'est une matière cinématographique géniale, quoi. Hakim, vous avez alors pas de l'école, non, mais vous avez aussi passé du temps à vous occuper de jeunes. C'est ça, effectivement. J'ai été moi animateur socioculturel pendant une vingtaine d'années pratiquement. Donc j'ai vraiment fait de 6 ans jusqu'à 25 ans, essentiellement à Aubervilliers, mais j'ai travaillé ici dans pas mal d'autres communes. Et d'ailleurs, je continue à animer des ateliers vidéo en direction de la jeunesse, beaucoup dans les Hauts-de-France aussi. Et pour revenir effectivement sur ce film, notre premier désir, c'était vraiment de raconter le groupe, le collectif. On voulait vraiment un film choral.
Et par rapport au choix des comédiens, effectivement, par rapport à ce que disait Karine sur effectivement cette équipe complètement hétéroclite qui viennent de régions différentes, qui ont des parcours vraiment personnels totalement différents, on a aussi réuni cette troupe de comédiens qui ont aussi des parcours qui ont des formations. On peut en dire un mot alors, parce qu'il y a Rachida Brakni qui joue le rôle de ça, qui Zaya, vient de la comédie française. Comme Eunice Maga. C'est ça, exactement. Qui fait Ingrid. On a Gilbert Melki, voilà, avec La Vérité si je mens, Kaboul Kitchen. On a Céline Mbaye, que j'ai connu sous le nom d'Isis la peste. Exactement. Et d'ailleurs, on voit un de ses premiers morceaux. C'est ça. Exactement. On a fait un jeu de miroir avec le personnage. Il y a d'autres encore, Léonie Simaga, Yann Papagé, Raphaël Kénard. Anaïd Rosam. Anaïd Rosam, dont on parlait tout à l'heure. Et puis quelques caméos, là. Enfin, plus qu'un caméo, d'ailleurs, c'est un petit rôle pour Faizagen. Absolument. Ouais. Écrivaine qui avait publié Kif il y a 20 ans Kif Kif Demain, c'était chez Hachette Littérature. Qui en a sorti il n'y a pas longtemps, qui a écrit plein de livres. Et qui a accepté de jouer une maman super sévère contre l'école et elle très élitiste, quoi. Donc elle fait un accent, ce qui est très difficile à jouer quand on est français. Et on a casté pas mal de jeunes femmes et c'est elle qui emportait le rôle, quoi. C'était vraiment évident en fait pour nous. Donc elle a accepté de jouer, mais elle avait déjà joué dans le film de Yamina Benguigui. Enfin, elle a joué un petit peu avant. On l'a déjà vu à l'écran. Ouais. On se retrouve tout à l'heure. Anti-Sèche, Emma Guessel. Évidemment. Emma, bonjour. Bonjour. Dans une Anti-Sèche, aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'univers de D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis. Les mousquetaires. Bah oui, on connaît tous les Trois Mousquetaires, un des romans les plus célèbres surtout du ce monde. Sont quatre, surtout ce dont je me suis jamais remis en maths. Voilà, c'est vrai. Écrit de par Matoba qui vient de là, c'est clair. Ah oui. Ah oui, les Trois Mousquetaires sont. C'est vrai qu'ils étaient quatre. Possible. Donc on a tous globalement l'image de ce que sont les mousquetaires, mais pour ceux qui ont lu le livre depuis longtemps ou qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel, je suis là et j'ai appris plein de choses dans le dossier de ce magazine Histoire Junior qui, comme vous le voyez, consacre tout un dossier sur les mousquetaires. Vous nous donnez une petite définition simple des mousquetaires, c'est une troupe d'élite, c'est ça, qui est au service du roi? Exactement, une troupe qui a existé pendant 2 siècles et qui a été formée sous Louis XIII, comme dans le livre d'Alexandre Dumas. Mais alors pourquoi Louis XIII forme-t-il cette troupe d'élite? Eh bien parce qu'à l'époque, Louis XIII a de quoi être inquiet pour sa sécurité. Déjà à cause de sa mère, Marie de Médicis, à cette époque elle est reine. Très dangereux les mères. Et elle assure la régence au nom de son fils Louis XIII. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça. Ah, c'est comme ça. Régence... Je rigole, maman. Oh là 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 là. Elle vous regarde. Ouais, je sais. Régence donc que Marie de Médicis assure parce que son mari, l'ancien roi Henri IV, a été assassiné. Louis XIII a 8 ans à l'époque, donc pas possible pour lui de régner. C'est donc elle qui va assurer la régence, sauf qu'elle va prendre énormément de place et écarter Louis XIII qui finira lui-même par organiser un coup d'État afin de régner pleinement. Donc on a un contexte familial un tantinet compliqué et qui va pas s'arranger du tout. Non, pas du tout, parce que Marie de Médicis va tout faire pour mettre le roi Louis XIII en difficulté. Elle sera à l'origine de 2 guerres civiles quand même. Ajoutez à cela la guerre de 30 ans qui fait rage à l'extérieur du royaume. Louis XIII se dit que ça serait quand même pas mal de créer un nouveau corps militaire uniquement dédié à sa personne. Voilà. Les mousquetaires. Les mousquetaires. Est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs on les appelle les mousquetaires? Eh bien parce qu'ils sont munis... Une histoire de mousqueton, non? Je ne sais pas. Une histoire de mousquet. Ah, j'étais pas loin. Pas loin. Presque. J'ai joué. On sent l'instit. Ils sont munis d'une arme, donc le mousquet. C'est une nouvelle arme qui est très efficace. Ah, c'est tout près, ouais. Oui, parce que ces balles peuvent traverser toutes les armures. C'est moi, je crois qu'ils faisaient de l'épée, moi, surtout. Ils font aussi de l'épée, mais ce qui caractérise les mousquetaires, c'était cette arme, le mousquet. Comment pouvait-on devenir mousquetaire du roi? Mais en faisant ses preuves. C'était pas si simple. Il fallait parfois passer par la garde du roi. C'était une sorte d'école préparatoire. C'est plus simple si on est noble, mais ça passe aussi si on est roturier. Mais surtout, ce qui compte, c'est la lettre de recommandation. Et le must du must, c'est de venir de Gascogne, comme D'Artagnan. Et ouais, d'ailleurs, dans les Trois Mousquetaires, voilà, Alexandre Dumas décrit très bien ce moment où D'Artagnan arrive de Gascogne à Paris avec cette lettre de recommandation de Monsieur de Tréville, qui est le capitaine-lieutenant des Mousquetaires du Roi. Et il y avait des Mousquetaires du Roi, il n'y a pas des Mousquetaires du Cardinal? Mais si, les fameux Mousquetaires du Cardinal Richelieu, les rivaux des Mousquetaires du Roi. Les premiers étaient en rouge. Ça remonte. Moi, je regardais la série animée. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Mais bien sûr, ça a été mis. Il y a eu des films, il y a eu des séries. Et il y avait une rivalité qui a jusqu'à la mort de Richelieu, d'ailleurs, même après, non? Même après. C'est le cardinal Mazarin qui prend la place de Richelieu quand le cardinal meurt. Louis XIII meurt aussi, faisant place à son fils Louis XIV, et Mazarin obtient de lui
la dissolution des mousquetaires. Et là, c'est la fin de l'histoire. Et non, parce que Et Louis non, XIV, raté. une fois J'essaye, adulte, décidera de les recréer, mais ça sera de courte durée, parce qu'à partir de là, les mousquetaires continueront à combattre, mais seront renvoyés après la Révolution de 1789. Et leur dernier coup d'éclat, c'est lors de l'enterrement solennel de Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1815. Et puis après, ils disparaissent complètement. Au revoir les mousquetaires. Au revoir les mousquetaires. Au revoir Emma. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve pour la récré. Oui, on va parler d'Agir Génial. Kassam. La cour des miracles, grand oral. Pour introduire ce deuxième plateau, je vous donne un chiffre et une citation. Vous allez voir, ça va vite. Le chiffre, au niveau mondial, les enfants passent 1 heure, voire moins, par jour à l'extérieur. 1 sur 10 ne jouant même pas en plein air. C'est un chiffre qui a été popularisé par le défunt pédagogue anglais Ken Robinson, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et puis la citation, aucun pays ne protège de manière appropriée la santé des enfants, sont en cause la dégradation écologique, les changements climatiques et les pratiques commerciales abusives qui poussent les enfants à la consommation d'aliments hautement transformés. Cette citation, elle est extraite d'un rapport de l'UNICEF. Alors quand la jeune institut Marion propose de créer une école verte, puisque c'est Zaya dans l'extrait qu'on a vu qui le dit, mais en fait c'est une idée de Marion qui est assis à côté d'elle, une école verte au milieu d'une cité en Seine-Saint-Denis dans votre film. En fait, on est autour d'un enjeu hyper sérieux, parce que l'école verte, elle existe dans la vraie vie. Vous y êtes intéressé à ça? Beaucoup, surtout pendant l'épidémie. En fait, au début, elle ne sortait pas. L'épidémie est passée par là. On était encore en train d'écrire. On s'est dit, il faut qu'elle soit bien plus radicale. Donc, on s'est un peu penché sur le. Elle sortait pas, c'est-à-dire on faisait, elle faisait beaucoup de choses dans l'école. Ah d'accord, on jardinait dans la classe. Dans les premières versions du scénario, c'était ça. Elle était vraiment, effectivement, c'était une sorte de huis clos, vraiment. C'était vraiment la ferme dans sa propre classe et tout. Mais c'est vrai qu'après. Et là, vous avez dit, il y a le parc de la Courneuve qui est juste à côté, qui est immense. Exactement. Après la pandémie, il y avait des mouvements comme ça qui ont été popularisés, notamment un mouvement porté par Christelle Ferjou dans le Poitou, qui a fait un bouquin Amener les enfants dehors. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous a aidé à la radicaliser. Et effectivement, c'est vrai que même s'il n'y a pas de coin de verdure à proximité d'école, même si on est dans le 93, c'est très urbanisé, on a toujours un grand parc à proximité. Donc voilà, on a fait sortir Marion avec sa classe de l'école. Parce que c'est pas seulement, c'est-à-dire que les pays nordiques vont plus loin que le jardinage. C'est pas seulement planter des carottes et des fleurs, c'est la liberté. On a dans cette émission, montré des exemples d'écoles dans la forêt notamment. C'est fondateur, mais voilà. L'école dans la forêt, c'est-à-dire que c'est aussi avoir un périmètre de liberté à l'intérieur duquel on évolue, on réfléchit, on se pose, on est seul avec les autres. Donc c'est une vraie philosophie, c'est pas seulement l'action. Vous nous avez quand même fourgué un peu de pédagogie en douce, parce que c'est vraiment pas un film didactique, loin s'en faut, c'est une comédie. Non, vous voulez pas parler de ça, c'est pas que une comédie, on ne fait pas que rire, on réfléchit. Mais n'empêche, quand vous montrez comment les enfants apprennent à compter, elle leur apprend vraiment des choses, quoi. On voulait pas que les gens se disent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est seulement aller se promener dans les champs et de rien apprendre. C'est une véritable pédagogie. Certains établissements publics tentent de le pratiquer ou arrivent à le pratiquer, parce que des fois c'est un peu compliqué de le faire accepter par la hiérarchie. Et c'est apprendre les mêmes choses en fait, mais de façon très différente. La hiérarchie, elle est incarnée ici par Olivier Broche, ex-comédien de La Troupe des Chiens. Il joue le rôle de l'inspecteur Veule et totalement épuisé. Un peu lâche. Vous vous êtes un peu vengé peut-être? Non, j'avais un inspecteur formidable. C'est pas vrai. Mais ce qui caractérise quand même beaucoup d'inspecteurs et la hiérarchie quand même, c'est ne pas faire de vagues. C'est ça. Et ça a ses limites. Parce que surtout face à plein de problématiques qu'on a dans les grands ensembles, dans les villes, les grandes villes, à un moment donné, on est obligé de faire des vagues pour que les choses avancent. C'est là, je pense, qu'il y a un problème. Il y a un petit message dans le film aussi autour de la défense de la planète qui semble préoccuper énormément les bobos parisiens qui vont arriver, nettement moins les habitants du quartier, parce que c'est pas leur problème premier, c'est manger à la fin du mois. Oui, clairement. Après, c'est vrai que malheureusement, ces questions-là, il faut aller dans des écoles privées pour effectivement, que ce soit Montessori ou autre, où on va avoir des pratiques autour de la nature et tout. Mais c'est vrai que dans les écoles publiques, malheureusement, il y a d'autres priorités. Certains le font. Il y a des initiatives. Malgré tout, et heureusement, certains le font. C'est très individuel comme initiative où c'est des petites équipes. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans les programmes, alors que les pays nordiques sont tellement en avance par rapport à ça. On voit bien que la planète va pas bien. Et pour autant, rien n'est inscrit dans les programmes. Alors que c'est quand même là, on est dans la nécessité, on est dans le vital. Quand vous étiez enseignante vous-même, là dans le film, il faut qu'elle mette d'accord toute l'équipe enseignante, mais elle n'a pas de véritable autorité pour le faire. Il faut s'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas obligés de le faire. Dans ces cas-là, vous le faites seul. Vous le faites seul, mais ça a ses limites parce qu'au bout d'un moment, c'est assez usant de faire seul. Et parfois, les groupes se font aussi comme ça, et là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est de plus grande ampleur, les projets. Vous avez montré une école, vous auriez pu montrer un collège. Pourquoi l'école? Parce que vous connaissiez par cœur. Je pense qu'on est parti sur ça et que du coup c'était aussi d'autres problématiques. Les enfants, il y a moins de problématiques de violence, ça raconte moins de choses. Et puis les petits, et on l'a vu au tournage, toutes les scènes avec la nature, on n'a quasiment pas dirigé les enfants.
c'est tellement naturel et spontané. C'est-à-dire qu'ils regardent même plus la caméra, ils sont dans les plantations, mettent les mains dans la terre. Et c'est ça qui est magique. C'est que c'est vraiment des moments libres pour eux, quoi. Enfants et parents que vous avez tous recrutés sur place, c'est ça? Oui. C'est pas dans les conservatoires du coin, c'est des castings... Des amis, de la famille, des gens qu'on connaît pas mais qui habitent là. Des enfants de collègues qu'on a côtoyés sur le territoire d'Aubervilliers, mais pas vraiment sur toute la Seine-Saint-Denis. Sur toute la Seine-Saint-Denis, ouais. Une super équipe, en tout cas, d'actrices et d'acteurs, des parents et des enfants joués par des familles. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'il sonne juste votre film, La Cour des Miracles. On va continuer à en parler avec Karine May et Hakim Zouani, mais c'est après la récré, parce que nous aussi, on a une cour de récré. Ah bon? Et ouais, il y a Emma à l'intérieur, vous allez voir. Et au milieu de la cour de récréation, Emma. Bonjour. Rebonjour. On s'est déjà vu tout à l'heure, Oui, c'est vrai. c'était moi. Rebonjour, vous avez raison. Et on va parler, et vous allez nous parler d'une des actrices principales de La Cour des Miracles, et on ne pouvait pas passer à côté d'elle dans cette heure de la récré, Anaïd Rosam. Mais oui, actrice formidable que l'on a découvert sur Instagram en 2019. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez découvert sur Instagram. En réalité, c'est la fille de la productrice qui nous en a parlé pour la première fois. Voilà, parce que moi, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, et j'ai créé un compte sur Insta pour suivre Anaïd Rosam spécialement. Moi aussi. Ouais. D'accord. Et ben nous. C'est bien, elle a quel âge la fille de la productrice? C'est de la même génération, je crois. C'est je pense. C'est ça, voilà, Ouais, c'est c'est ça. les jeunes. Okay. Nous, en tout cas, on l'a découvert sur les réseaux et franchement, coup de foudre. Instagram, donc c'est le réseau sur lequel elle poste ses vidéos de courtes scénettes où elle campe tantôt une Parisienne totalement imbuvable, tantôt une fleuriste totalement perchée. Mais nous, le personnage qu'on préfère, c'est Corinne, cette maman poule un peu trop protectrice. On regarde. Tu veux que je te la passe? Elle est en pleine révision du bac, hein, donc je vais peut-être me faire engueuler. Attends. Lola, ma chérie, D'accord, excuse-moi. Ça sent le cannabis, là. Attends, Soso, je te rappelle, ok? Ça sent très fort, hein. Ça doit être les odeurs de la voisine du dessus. Quelle conne! Allez, travaille bien, ma chérie. Tu veux des gâteaux? Voilà, maman poule qui décide de ne pas voir. Vidéo vue quand même par plus de 765 000 personnes, comme beaucoup de ces vidéos qui cartonnent. Petit à petit, son nombre d'abonnés grimpe lui aussi. Aujourd'hui, elle en est à 426 000. Alors, je vous ai montré là donc Corinne, un de mes personnages préférés. Mais il y en a aussi un autre qu'on aime beaucoup, c'est donc la fleuriste. La fleuriste. Regardez. Un fruitier. Bah pourquoi pas un abricotier du Japon, hein? Excusez-moi, 5 minutes. Stéphanie, tu me sors la dame là-bas, je sens ses ondes négatives d'ici, elle va tout nous foutre en l'air. Merci. Un abricotier, why not, hein? Donc on part sur ça, l'abricotier? Super, par contre je vois que madame est enceinte. C'est pendant combien de temps l'accouchement? 2 mois? D'accord. Non, parce que l'abricotier a besoin d'un arrosage par heure pendant les 3 premiers mois, ça demande beaucoup de responsabilités. Donc peut-être penser à le mettre chez la grand-mère ou... Non, le bébé. Peut-être. Je vous laisse réfléchir? Super. Anaïd Rosam, elle a été très vite repérée par le monde du cinéma. Mais oui, elle est donc à l'affiche de votre film, La Cour des Miracles, et elle sera aussi à l'affiche du film de Roche Dizem, Les Miens. Ce sera le 23 novembre prochain. Merci beaucoup, Emma, pour cette super récré. Anaïd Rosam, remarquable. Alors, elle ne joue pas du tout la bobo parisienne, ni la maman poule, ni rien du tout. Elle joue dans le film cette maîtresse venue du Puy-de-Dôme, si mes souvenirs sont bons. Exactement, c'est ça. Qui vient d'une ferme collective. C'est ça. Et elle veut amener la nature. À Aubervilliers. À Aubervilliers. C'est ça. Et elle est formidable. La Cour des Miracles, grand oral. Ils ont donc l'idée de créer la première école verte en banlieue pour attirer les nouveaux habitants de la résidence Harmonie et mettre un peu de mixité dans leur école. Y parviendront-ils? C'est la question qui traverse le film La Cour des Miracles de Karine May et Hakim Zouani, les invités de notre grand oral. Film assez rugueux quand même sur le vivre ensemble, parce que, on va éviter de raconter comment les choses se passent, et surtout pas la fin. Mais on voit bien s'il y a une évidence pour les familles de dire on peut coexister dans le même espace. De là à mettre tous les enfants dans la même école, c'est pas simple. Et c'est pas simple de part et d'autre. C'est-à-dire que vous ne nous racontez pas une histoire où, de méchants bobos et de gentils habitants d'Aubervilliers, ou l'inverse, quoi. Après, le point de vue qu'on assume complètement, en revanche, c'est dès le début du film où Faiza Ghen incarne une maman algérienne et elle dit à la directrice où sont les blonds, on veut des blonds. Ouais. Donc, dès le début du film, on donne quand même le ton de, en tout cas, ceux qui sont sur des territoires plus populaires attendent à bras ouverts d'autres gens, d'autres classes sociales. Ils veulent pas de ghetto, ils veulent pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-soi de ce côté-là. Ouais. Après, bon voilà, c'est aussi les territoires, c'est l'aménagement du territoire qui fait que les écoles sont quand même prises en étau par les municipalités quand les villes gentrifient.
Et là, ça devient compliqué, quoi. Quelle est la bonne école, quelle est la mauvaise? Et vous avez montré et voulu montrer, parce que vous auriez très bien pu décider qu'une des deux écoles était privée, par exemple. Non, vous avez voulu montrer que ce sont des contradictions politiques, des contradictions d'aménagement urbain qui traversent l'éducation nationale et la politique française en général. Oui, c'est ça, c'est qu'en réalité, c'est les municipalités qui dessinent la carte scolaire de leur propre commune. Et donc, effectivement, si c'était une école privée, ceux qui ont de l'argent, ils les mettent dedans. Mais du coup, nous, c'était pas vraiment le sujet du film. C'était vraiment une école publique qui concurrence notre école publique et comment les pouvoirs politiques font en sorte pour attirer des familles plus aisées. Il y en a qui, pour avoir l'accession à la propriété. Voilà, ça fait partie d'un argument de vente de leur dire, écoutez, vous allez acheter votre appartement ici, par contre, vos enfants, vous inquiétez pas, ils auront leur propre école. Et ça, malheureusement, même nous, on a fait beaucoup de repérage en Seine-Saint-Denis et ailleurs avec le Grand Paris. Vous avez discuté avec des maires. Hein. Ce que vous racontez, on vous l'a raconté en vrai. Et des municipalités de gauche qui sont censées être attentives à ces questions de mixité scolaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a fait tout repérage, pour trouver notre école, voilà, quand on commençait à pitcher le film, on voyait que la personne des affaires scolaires qui nous accompagnait était un peu mal à l'aise parce qu'effectivement, c'est le lot malheureusement de plein de villes du 93, mais aussi d'ailleurs, même dans le 94. Vers Marseille, il y a eu des cas comme ça. Et tout, mais en fait, nous, on s'est beaucoup inspiré d'une histoire. Donc, c'est Véronique Decker à Bobigny. Oui, bien sûr. Voilà, qui avait fait. Il y avait pas mal d'articles dans Le Monde, notamment. Et Luc Sebel avait beaucoup raconté. Donc voilà. Donc, ça a vachement posé les bases aussi de ce qu'on voulait raconter par rapport à ce qui lui est arrivé quand elle était directrice d'école à Bobigny. L'école qui vient faire concurrence à l'école Jacques Prévert, ceci étant, pareil, vous n'en avez pas fait une école privée, vous n'en avez pas non plus fait un truc complètement nul et réac, vous en avez fait une belle école. C'est une école neuve, avec tout ce que dans les matériaux, il y a plein d'écoles neuves qui sont construites vu la densité maintenant des... C'est une belle école qui fait envie et on peut faire de la pédagogie. Oui, mais on sait que c'est... on n'est pas obligé de faire du tradi, machin. Mais on voulait la rendre belle parce que c'est aussi ce fantasme qui naît au fil du film. Et à un moment donné, on la voit et on se dit, Zaya n'est pas parano. C'est quand même l'école qui attire tout le monde et ne serait-ce déjà que par ses murs. C'est pas l'école désuète Jacques Prévert. Donc effectivement, il y avait un côté fantasme. Il fallait qu'elle soit attirante, cette école, déjà visuellement. Oui, mais aussi juste par rapport à l'école, donc c'est Nikita Fall à Saint-Denis, mais c'est vrai que quand on a fait les repérages, que vous soyez parent ou enfant, vous avez envie d'aller dans cette école, clairement. Parce qu'effectivement, je crois que les instituts l'ont appelé l'école des barbapapa, parce que je crois qu'il n'y a aucun angle droit dans l'école. L'école de Paul de Les adultes se cognent vachement la tête et tout, parce qu'il y a des îlots comme ça d'endroits de lecture et tout, mais les enfants s'épanouissent totalement dans cette école. Donc effectivement, c'était aussi la concurrence de cette école publique qui se fait avec de l'argent public, qui est réfléchi par un architecte, effectivement, et qui est réfléchi par un adulte, mais vraiment pour les enfants, pour le coup. Film donc qui n'est pas du tout manichéen, qui décrit toutes ces contradictions qui parcourent l'école, qui parcourent les salles de classe, qui parcourent les parents d'élèves. Qu'est-ce que vous espéreriez, qu'est-ce que vous attendriez? Il y a un côté militant quand même dans ce film un petit peu. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça bouge? Alors j'espère que c'est un film politique. Oui, alors voilà. Et j'espère pas militant. Je suis pas militante dans ma vie, c'est ma vie privée, mais militant, ça veut dire aussi asséner un discours. Et j'espère qu'on le fait pas. On essaie de poser les choses sur la table. À aucun moment. Mais voilà. Néanmoins. Oui, assez. Il y a un propos politique, oui, clairement. Mais du coup, nous, l'idée, c'est aujourd'hui de faire un constat où effectivement l'éducation nationale, l'école, c'est quand même c'est les fondations d'une nation. Mais du coup, si dès le plus jeune âge, on fait de la ségrégation sociale dès le départ, et du coup, ça aura forcément des répercussions à l'avenir. Après, nous, du coup, par rapport au point de vue dans le film, nous, notre histoire, c'est celui de la directrice d'école, qui est Zaya, qui est jouée par Rachida Brakni. C'est que nous, en étant plus jeunes à Aubervilliers, on l'a connu, cette mixité sociale dans les écoles. Moi, voilà, j'étais au Fort d'Aubervilliers, il y avait une énorme caserne de gendarmes. Les enfants des gendarmes étaient scolarisés dans la même école que nous. On venait de quartiers populaires, il y avait des enfants de médecins, donc il y avait une vraie mixité sociale et on ne se posait pas du tout la question de savoir d'où on venait. On faisait tous partie de la même école et c'était génial. Mais du coup, cette école méritait son liberté, égalité, fraternité. Exactement. C'est-à-dire que l'école républicaine, je pense qu'elle a vraiment existé. Merci beaucoup. On va continuer à parler évidemment d'école. On va parler d'éco-école aussi dans le cours particulier de Marie-Olivier. Emma, merci beaucoup. Merci. Cours particulier, Marie.
Les écoles vertes, elles existent, c'est ce que Marie-Olivier va nous raconter. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier sur des éco-écoles, c'est un label. Oui, les éco-écoles, c'est un label exactement qui existe en France depuis 2005 pour les écoles primaires, mais aussi pour les collèges et les lycées. On peut donc être éco-école, éco-collège ou éco-lycée. Et c'est quoi l'idée de ce label? En fait, en France, c'est l'association Terre Agir qui a été fondée dans les années 80 et qui est spécialisée dans les programmes d'éducation au développement durable, qui a mis ce label en place avec un but, sensibiliser au développement durable et aux objectifs de développement durable de l'ONU au nombre de 17 et lutter contre les inégalités. C'est pas seulement valable pour la France, d'ailleurs, je crois que ça s'inscrit dans un réseau international. La planète, on ne va pas la sauver Oui, tout à fait. Juste dans les frontières de l'Hexagone. C'est ça, c'est des éco-schools qui ont été créés en 1994 par la Fondation pour l'éducation à l'environnement. Et aujourd'hui, ces éco-schools sont présentes dans 72 pays et regroupent près de 59 000 établissements. Elles sont soutenues par l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour le développement. Vous auriez une idée d'où elles viennent, ces éco-schools, Emmanuel? Je peux... à tout hasard, je peux appeler un ami dans la salle. Ça vient d'où, les écoles vertes? Je pense que... c'est Suède ou Norvège, non? C'est ça. Ouais. Pas loin, le Danemark. Ouais. Évidemment, Scandinavie. Aujourd'hui, une éco-école française peut d'ailleurs être mise en lien avec une école danoise ou une éco-school d'Inde ou du Brésil. Pour échanger sur les projets. Oui, tout à fait. Ce label, il consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on doit montrer? Alors, avant toute chose, on repart de la base. Pourquoi on met en place ces labels dans les écoles? Eh bien, un établissement scolaire, en fait, c'est inclus dans un écosystème empli d'interactions. Donc en termes de consommation de ressources, d'eau, d'électricité, d'alimentation, la cantine, de gestion des déchets, mais aussi de liens avec la biodiversité et bien sûr de liens humains entre les différentes personnes, les élèves, les parents, les professeurs, le personnel. Et d'ailleurs, je crois me souvenir qu'il faut que tous les personnels, c'est un peu comme dans le film, il faut embarquer tout le monde pour que ça fonctionne et pour être éco-école. Ouais, on ne peut pas faire juste tout à fait, c'est pas, la moitié de l'école, quoi. Oui, tout à fait. Le projet de devenir une éco-école doit mobiliser tout le monde. Parfois, il est suggéré par des collectivités locales, parfois même par des élèves, par des professeurs, voire des parents. Mais vraiment, tout le monde décide de s'y engager pour l'année afin de trouver des solutions ensemble, en collectif. La labellisation, elle est pour toujours? Non, c'est chaque année. En fait, le label est donné à la fin de l'année, donc en guise de récompense, pourrait-on dire. Donc on devient éco-école, éco-collège ou éco-lycée après avoir fait une année engagée. D'accord. Et ça se passe comment l'année? On va regarder quels items précisément? Il y a 8 thématiques de travail parmi lesquelles on peut piocher. Donc l'alimentation, l'eau, la biodiversité, l'énergie, le climat, la santé, les déchets ou la solidarité. Il faut faire tous ces thèmes? Non, en fait, il y en a un seul pour vraiment pouvoir l'approfondir avec des actions concrètes pendant l'année. Et il y a une méthodologie à ce moment-là qui est mise en place dans les éco-écoles. C'est pas juste un label coup de tampon. Non, il y a vraiment une méthodologie, un accompagnement aussi par l'association. C'est en 7 étapes. D'abord, on met en place un comité éco-école avec les élèves, les profs, les parents. Ensuite, on fait un état des lieux de l'établissement en termes de développement durable. Donc là, il y a un peu un questionnaire pour remplir, par exemple, en fonction de la biodiversité, qu'est-ce qui se passe, à quel état on est. Et en 3e, on établit un plan d'action. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. On choisit, on réfléchit aux thèmes et aux solutions et aux actions. Après, j'imagine qu'on passe au concret. On passe au concret, tout à fait. Donc, on fait des actions et en même temps, on évalue les bienfaits que ça a, les impacts. Donc, ça motive aussi les élèves de voir l'impact qu'ils ont et comment ça se traduit dans le concret. Et en 5e étape, le projet de l'éco-école fait partie vraiment du projet pédagogique. Donc, il est mobilisé dans plein de matières différentes avec les profs. Les 17 étapes, on n'a pas tout fait déjà? Eh non, il en reste encore 2. Il en reste encore 2. 6e étape, on essaie de faire rayonner dans le territoire. D'accord. Les projets. On sort de l'école, on va voir les habitants autour, etc. Impliquer vraiment tout le monde. Et enfin, on s'engage avec créativité. Donc ça, c'est tout au long du projet éco-école. On communique dessus avec toujours la créativité qui est en première ligne. Super. Vous connaissiez ce label? Ouais, j'en avais entendu parler. Ouais. Vous avez des exemples d'ailleurs, un ou deux? Parce que là, on a vu le cadre. Alors, ça peut être en termes d'action, mise en place de ruches, revalorisation des déchets, changement dans le fonctionnement de la cantine, recyclage. Les projets sont vraiment divers et très nombreux. Et comment on fait pour participer d'ailleurs? Il faut s'inscrire à un site internet. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde est mobilisé, vous pouvez aller sur le site des éco-écoles et y inscrire votre établissement. Vous trouverez aussi les outils, les ressources et l'accompagnement qui pourront vous aider à travailler sur la thématique de votre choix afin d'être labellisé en fin d'année. Super, et s'affiche le site des éco-écoles pendant ce temps passionnant, ces labels. On a presque l'impression que tout ce qui est éducation et développement durable, ça avance plus vite que la mixité dans les écoles, les collèges, les lycées. C'est possible, ouais. Après, je pense que
Bref, pour moi c'est intrinsèque, tout va ensemble. Enfin, c'est difficile de séparer tout ça parce que pour moi c'est encore une fois c'est une philosophie aussi. C'est-à-dire que effectivement c'est super vérifier les déchets et tout, mais après toute la pratique nordique que moi je trouve formidable et qui me fascine, c'est que c'est une vraie reconnexion. C'est-à-dire c'est passer du temps même s'il pleut dehors, sentir l'odeur de la pluie ou de la terre mouillée. Enfin, il y a plein d'enfants qui ont vu ça même à la campagne, hein, qui sont parfois sur leurs écrans. Et je pense que du coup au-delà c'est super, hein, et c'est une route, c'est possible, mais on est très loin encore. C'est-à-dire que je pense que la reconnexion, c'est bien au-delà de tout ça. C'est qu'est-ce qu'on propose aux enfants et comment on les amène à faire corps avec la nature vraiment. Et que ça devienne normal en fait et naturel, comme nous on a vu sur le tournage. Pour eux, c'est normal en fait de mettre les mains dans la terre. Mais après, combien de fois par semaine ils ont l'occasion de le faire? Ouais. Prochaine étape, après la Cour des miracles, vous voulez continuer à tourner, c'est quoi votre le 2, je sais pas, il va bien pouvoir leur arriver quelque chose, je ne sais pas. Non, peut-être on sera plus sur une comédie romantique. D'accord. Ouais. Autre chose alors. Ouais. Bon. Oui, il y a un petit peu de romance quand même dans la Cour des miracles. Oui, bien sûr. On va pas tout dire, on va pas tout dire. Pas dévoiler ce genre de choses. Non, surtout pas ces choses-là. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Bravo pour ce film. Merci. Vraiment, j'insiste. J'espère qu'on a réussi à rendre ça pendant l'émission. C'est pas manichéen et c'est rare sur ces questions-là. Donc, chapeau bas. Marie, merci également. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne. Laure Audemont au maquillage. Et puis en régie, Marine Plantec qui a préparé cette émission et qui est assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati. Au son, c'est Alexis Oustabassidis. La réalisation est signée Ulysse Touré. Vous restez sur School TV évidemment et vous nous rejoignez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.